Bonjour. D'abord, je voudrais remercier le Cercle des économistes de France qui a bien voulu m'inviter à la cérémonie inaugurale des journées des rencontres économiques d'Aix. C'était la 15e édition. Et cette année, la particularité, c'est que les économistes devraient réfléchir sur la problématique de l'emploi. La question posée, c'est et si l'emploi était la solution? L'emploi dans toutes ses dimensions. J'ai essayé, dans mon adresse, de partir un peu de la définition philosophique et de faire un rappel historique sur la problématique de l'emploi, sur la compréhension à la fois philosophique, idéologique, rappelez-vous du capital, du travail, des relations quasiment conflictuelles, la lutte des classes pendant la société industrielle, mais aussi je suis allé plus loin pour rappeler aux Européens également que l'esclavage a été une forme de travaux forcés et le servage également où des seigneurs ont fait travailler des gens pour rien et simplement sur la base d'une domination. Donc le travail c'est aussi religieux, il y a une compréhension religieuse en faisant un rappel à ce que Saint Benoît, qui est le père fondateur des Bénédictins, considérait pour les moines qu'il fallait au-delà du ministère, au-delà du travail théologique, qu'ils s'adonnent à un travail manuel pour vraiment répondre aux besoins et à la définition même du moine, le travail manuel. Donc il fallait qu'il travaille la terre. Et également une référence au niveau des musulmans avec une parole prophétique, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a estimé que la meilleure nourriture que l'on pourrait avoir était celle qu'on avait acquise pour préparer avec ses propres mains, que ce soit des fruits ou le produit de son agriculture, etc. Aujourd'hui, le travail ou le non-travail, le chômage donc, se pose dans nos sociétés avec les mutations industrielles, le développement des machines, des ordinateurs, qui font que beaucoup d'emplois sont supprimés du fait de la productivité des machines, du fait des gains qui sont recherchés. Alors par rapport à toutes ces situations, quelles doivent être aujourd'hui les tendances et que devons-nous faire pour que le machinisme, la modernité, la productivité ne prennent le dessus sur l'emploi. Et l'emploi doit assurer le bien-être, l'emploi doit assurer la dignité de la personne et l'emploi doit également assurer l'épanouissement dans la construction de la nation et des États. Si le Nord nous aidait à créer davantage d'emplois, compte tenu des liens historiques, nous pourrions retenir le maximum de jeunes chez nous. Puisque nous avons, non seulement dans le domaine des technologies nouvelles, notamment dans le domaine du numérique, nous n'avons pas besoin de rattraper un gros retard, puisque dans la révolution industrielle, nous avons eu un retard énorme dans l'industrie, mais pour la connaissance dans l'économie numérique, dans le TIC, l'Afrique peut rattraper très vite. D'ailleurs, l'Afrique est sur les mêmes standings, les starting blocks que les autres. Alors, il nous faut investir dans l'éducation, dans la formation et une éducation orientée vers ces nouvelles technologies. Donc, c'est la raison pour laquelle je crois que les startups, les incubateurs, mais aussi l'agriculture modernisée et mécanisée telle que nous le faisons aujourd'hui à travers les domaines communautaires, mais aussi à travers nos politiques de renforcement de la productivité agricole, doivent nous permettre, entre autres domaines, en plus de l'habitat, être des moteurs de création d'emplois.
et de croissance. Bon, d'abord, vous dites que j'ai été élu pour l'emploi. Je ne crois pas que ce soit seulement pour l'emploi. Entre autres, c'est un domaine important. Mais je pense que tous les jours, euh, le plus dur de mon temps est consacré à la création de richesses et à la création d'emplois. Ça veut dire que nous créons les conditions de développement de l'investissement à la fois public et privé. L'investissement public en améliorant le cadre de gestion budgétaire, en mettant plus de ressources sur l'investissement qui génère plus d'emplois, mais aussi en améliorant le climat des affaires et attirer davantage d'investissements privés. C'est par l'entreprise que l'on crée l'emploi. Donc ça, c'est une obsession, mais aujourd'hui, cette obsession commence à donner les fruits puisque nous avons vu l'évolution des emplois tant publics que privés. Mais rien que sur le public, nous avons sur ces 3 dernières années près de 60 000 emplois officiels. Ça veut dire que tout ce qui n'est pas signalé ne fait pas partie. Et bien sûr, l'emploi agricole n'est pas comptabilisé puisque nous n'avons pas de statistiques de ce point de vue. Donc il faudra vraiment tout faire pour augmenter la part d'investissement, donc augmenter l'emploi des jeunes. Mais je suis optimiste quand on voit les projets aujourd'hui qui sont lancés et ceux qui vont démarrer incessamment. Mardi, en 2 jours, je vais lancer le programme d'urgence de développement communautaire. Un projet de plus de 100 milliards, entièrement financé par l'État, que le PNUD va réaliser, qui va satisfaire un peu les demandes du monde rural. Et c'est autant d'emplois locaux qui vont être créés. Nous avons aussi les grands chantiers. Ila Touba va démarrer. C'est quand même 120 km d'autoroute. C'est une grande niche d'emploi. Nous avons tous les programmes de voirie, etc., etc., etc. Je ne vais pas y revenir. Le PSE, c'est aussi la réponse à l'emploi et surtout l'emploi des jeunes. Donc, mais aussi à la réponse par rapport à l'auto-emploi. Donc ça, c'est une dimension essentielle. Donc je crois que sur l'emploi, nous ferons le maximum possible pour qu'il y ait en tout cas davantage d'emplois pour la jeunesse de notre pays. Vous avez raison de dire que la force du tissu économique allemand, c'est les PME, PMI. Et en Allemagne, vous avez très peu de grandes compagnies, de très grandes firmes. Il y en a, mais c'est moins de 4% à 6% du patronat allemand. Donc, nous ne devons pas négliger les petits entrepreneurs ou les entrepreneurs moyens. C'est ce que vous faites en tant que directeur de journaux ou éditeur de presse. Déjà, vous avez des entreprises de presse avec 10, 15, 20 emplois. Imaginez si on avait 100 000 Sénégalais comme ça, ce qui n'est pas énorme, qui chacun peut créer au moins 10 emplois ou 20 emplois. C'est 1 million d'emplois et 100 000 qui créent 10. Donc ce n'est pas dans des méga projets avec des milliards d'investissements qu'on va régler la question de l'emploi. C'est clair. Mais il faut faciliter l'épanouissement des PME, PMI. C'est la raison pour laquelle nous avons mis des instruments comme le fonds GIP, qui est un fonds de garantie qui intervient aujourd'hui dans beaucoup de secteurs, l'habitat, la microfinance, le financement de projets, pour aider les micro-entrepreneurs à pouvoir accéder au crédit et donc à faire leur activité. Dans le tourisme, vous avez également beaucoup de jeunes entrepreneurs ou des entrepreneurs en tout cas moyens qui avec des cabanons ou bien des hôtels, de petits hôtels ou des campements peuvent également là répondre aux besoins du tourisme mais aussi créer de l'emploi. Donc c'est cette vision qu'il faut. Ce n'est pas l'État qui va créer les emplois. L'État a quelques emplois de souveraineté, d'éducation, la santé,
l'armée, la police, la gendarmerie. Quand vous finissez ces secteurs, le reste, c'est vraiment marginal. Parce que les administrations autres utilisent très peu d'agents. Par conséquent, c'est vraiment l'auto-emploi, l'entrepreneuriat qu'il faut promouvoir. Je suis d'ailleurs heureux de saluer la dernière fois M. Tony Elimelo, grand homme du privé nigérian, qui, à travers sa fondation, a mis 100 millions de dollars pour appuyer les entrepreneurs débutants. Et il a sélectionné 5 Sénégalais, 5 jeunes qui ont des idées. Mais la fondation leur donne 10 000 dollars, ça fait quoi? Ça fait 5 millions, à peu près 6 millions. Donc on n'a pas besoin aussi de gros capitaux. Parce que si vous voyez tous les milliardaires dans ce monde, la plupart sont partis de rien. Donc ce n'est pas au départ les gros capitaux qui sont importants, mais c'est la pertinence du projet et la volonté, j'allais même dire le volontarisme du porteur de projet et le cadre environnemental qui accompagne. Et l'État est tout à fait disposé. Nous avons le cadre du Conseil présidentiel de l'investissement pour voir les obstacles. Nous sommes en train de faire la dématérialisation. Nous sommes en train de lutter contre les tracasseries administratives et de faciliter le financement des activités économiques. Donc nous travaillons pour vraiment le développement des PMI. Vous savez, la question énergétique a aujourd'hui le vent en poupe. Et pour la première fois, il y a un consensus mondial qu'il faut faire quelque chose sur l'énergie, particulièrement pour le continent africain. Il n'est pas normal que l'Afrique soit encore presque le seul continent où l'énergie est la plus chère au monde et où elle est la plus irrégulière. Parce que jusque-là, les solutions mises en place ne sont pas des solutions d'échelle. Chaque pays, dans nos 54 États, essaie d'avoir des solutions propres de génération. Donc, avec du gasoil, avec du kérosène, avec du fioul, rarement avec quelques barrages, avec du gaz très peu. Il est temps, et le G7 l'a compris, nous avons porté ce combat. Aujourd'hui, nous allons vers la conférence de Paris sur le climat. Borloo est un homme très engagé, Jean-Luc Borloo, qui pense qu'il est temps que nous saisissions l'opportunité de la COP21 pour créer au niveau africain en tout cas une institution, créer une agence ou peu importe, africaine et dirigée par les Africains, mais qui soit le réceptacle des ressources qui seront payées par les pays pollueurs par rapport au carbone. Et donc, nous pourrons au moins espérer capter en moyenne 5 milliards de dollars par an qui seront exclusivement consacrés à l'électrification du continent, mais avec des énergies renouvelables. Bon, on pourra voir, mais essentiellement. Donc, ce projet, nous l'avons soutenu. L'Union africaine, il l'a endossé. C'est pas un projet utopique. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que nous sommes dans un monde planétaire où il y a des pollueurs, qui sont les pays développés. Et parmi les pays développés, il y en a qui sont encore les plus gros pollueurs. C'est connu, c'est la Chine, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est également les pays industrialisés. Ils doivent, par solidarité, payer. Parce que le principe, c'est le principe du pollueur-payeur. À ceux-là qui subissent les conséquences de leur pollution et qui ne polluent pas parce que peut-être leur niveau de développement ne le permet pas, leur industrialisation ne le permet pas. Donc l'Afrique subit les changements, les effets des changements climatiques. Du point de vue de l'environnement, du point de vue de la détérioration de nos écosystèmes, nous le voyons sur la désertification, nous le voyons sur les inondations qui alternent avec les sécheresses, et l'Afrique ne pollue pas. Donc il est logique que nous bénéficions des fonds d'adaptation qui nous permettent aussi au moins de régler ces questions d'énergie et d'éclairage. Donc je pense qu'au-delà bien sûr de la conférence sur le climat, nous avons différentes initiatives comme celle du président Obama qui veut, avec Power Africa, mettre 26 milliards de dollars sur le continent
Et nous lui avons suggéré tout ça, de faire converger ça dans un seul et même projet global pour l'électrification de l'Afrique. Vous avez d'autres partenaires, il faut harmoniser tout ça et mettre ça immédiatement en chantier, ce que nous essayons de faire avec le NEPAD et avec l'Union africaine.